nous avons eu des demandes de vente qui dépassent nos possibilités. C'est évident pour nous qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas suivre. Et c'était déjà le cas au Moyen-Âge et ça explique un certain nombre de choses. Nous vivons en communauté où la sobriété tient une grande place, mais pas la sobriété comme privation, mais parce que nous y trouvons quelque chose de positif. Sobriété, authenticité, circuit court, le modèle économique monastique hérité des grandes heures médiévales serait-il comme toujours aux avant-gardes des démarches écologiques? C'est en filigrane ce que prône aussi le pape à travers l'économie de François, inspiré cette fois du Poverello d'Assise. Le monachisme insulaire en particulier aussi y contribue, mais rares sont encore les petites îles monastiques à subsister. Les Reims, elle, a survécu aux assauts génois, pisans et sarrasins. Alors frère Gaudrat est bien déterminé à préserver ce joyau suspendu entre ciel et mer, malgré les nuages des changements climatiques qui s'amoncellent. On est en train de réaliser un schéma paysager de l'île. Et bien maintenant, si on doit planter des arbres, il faut se poser la question quels arbres dans 50 ans résisteront. Après, il y a la question de la montée des eaux sur une île qui est très plate. Le point le plus haut de l'île, c'est 6 mètres. Alors, on a la chance d'être protégé par tout un réseau de hauts fonds, ce qui fait qu'en fait, que lorsqu'il y a des tempêtes et que les vagues font des dégâts sur Cannes, en fait, les vagues sont brisées. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas de gros problèmes. Mais que l'eau monte, c'est un fait. Sur le littoral azuréen, une montée des eaux de 50 cm devrait avoir lieu avant 2050 selon le GIEC. Dans cette Mare Nostrum à l'avant-poste des défis climatiques, c'est non loin de là, sur le rivage phocéen, que le pape appelait en septembre à sauvegarder coûte que coûte le maquis méditerranéen, écrin unique de biodiversité. Avec la chronique Ce jour dans l'histoire, Bruno Fuma fait plusieurs bonds dans le passé pour vous raconter les anecdotes du jour. En 3 minutes, découvrez ou redécouvrez les petites et la grande histoire. Ce jour dans l'histoire, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCF et quand vous le voulez sur rcf.fr. Vous écoutez RCF à Lille sur le 97.1. À 14h sur RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF. 8h46 sur RCF et tout de suite vous retrouvez votre temps de prière en breton Poden en Days. Aujourd'hui, lecture de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Une lecture réalisée aujourd'hui par Gwen, commentaire de Corentin Sanson. Poden en Days. Abredur a c'hoarezet en dervechoumañ emañ gant ar pastor mat, penadeg, eus an avi a l'hervez Saint-Nian. Edot o Lida e Jérusalem, ouel an dedi. Ar gouan oa. Jésus a oa o vont hag o tont d'un temple, dindan porchet Salomon. Ar juzevien en em zastum a zent rodeo hag a lavaras. Betek pe vare e lezi a hanom en arvar. Mazout a Christ, e lavar deom skler. Jésus a respondas deo. El lavare d'an eus deoc'h, an e gredit ket. An oberou a ran en an o vazad a ro testenn din. Met ne gredit ket, dre manor ket eus vadinvet. Vadinvet a gilaou va mouez. Me o anavez, hag indi a zeu d'an meul. Me rodeo ar vuez porbadus. Ne da en biken da gold. A nikun no difram mo eus vadorn. Vazad en eus roel an eodin, hag a zo brasoc'h eget an ol. Kemen em eus bet digant vazad, a dal muioc'h eget peptra all. A den e hel difram an entra eus dorn vazad. Vazad a me nom nemet unan.
de Gilawet Davad, no deus ket a santet en em c'houlenn eno diabars divar ben Jesus. Un dra bennak a zo chomet prenet en mi. Ma vichen bet a ketus davad, o dije klevet a komprenet, hag o dije kredet. Ara Jesus va nevet a nezo avad, a gilaou e vouez e metan. Un an o degez start a zo etre Jesus, hag o devet. Me a anavez va devet eme Jesus. A va devet a gilaou va mouez don a reont da meul. Azad a me don men emet unan eme Jesus. Un liam ken kre a ze o a fel da Jesus skoul ma gandion ni. Ez evet. O lennon a c'haz da vont da eul Jesus, da gilaou a tao e vouez, a da un treal en unan det se a zo e trezan hag e dad. Dervezma da bepin yachanor. Momentum ce matin pour conclure notre prière. Écologie dans Je pense donc j'agis. Dans quelques minutes vous retrouverez Anne Kerléo et Melchior Gormand, mais juste avant c'est Guillaume Goubert qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque mardi vous nous racontez les histoires de l'art et ce matin vous nous parlez d'une exposition sur l'architecte Renzo Piano à la Fondation Pathé à Paris. Oui, ça peut paraître curieux, une exposition d'architecture dans une fondation consacrée à l'histoire du cinéma. Mais il y a une bonne raison à cela.
et même deux en fait. En premier lieu, Renzo Piano est l'architecte du bâtiment de la Fondation Pathé, non loin de la place d'Italie. Une très belle réalisation inaugurée il y a bientôt 10 ans. La seconde raison est que l'architecte italien est en train de mener un très gros chantier de rénovation pour le groupe Pathé près de l'Opéra de Paris. Un palace cinématographique qui fut créé en 1927 par la compagnie hollywoodienne Paramount, repris ensuite par Gaumont et enfin par Pathé, qui va y installer son siège social tout en maintenant dans le bâtiment 7 salles de cinéma. Le Pathé Palace devrait être inauguré dans quelques mois avec pour trait distinctif un puits de lumière en forme de cône inversé qui illuminera tous les étages. On peut d'ailleurs voir à la Fondation Pathé, en complément de l'expo sur Renzo Piano, une salle consacrée à ces grands palais du cinéma qui furent bâtis en Europe entre les deux guerres mondiales, comme le Gaumont Palace près de la place Clichy à Paris, dont la salle pouvait accueillir, tenez-vous bien, 6000 spectateurs. Alors quel est le fil conducteur de cette expo sur Renzo Piano? Ce sont ses réalisations à Paris. L'agence de Renzo Piano est une des plus prestigieuses du monde et travaille sur tous les continents. Cependant, la capitale française a une place très particulière dans la vie de cet homme né à Gênes en 1937. Au début des années 1970, alors qu'il était encore très jeune, il a remporté avec son collègue britannique Richard Rogers le concours pour la construction de ce qui deviendra le centre Pompidou. Après ce long chantier, le bâtiment a été inauguré en janvier 1977, Renzo Piano a choisi de rester vivre et travailler à Paris. Il habite du côté de la place des Vosges et son agence est rue des Archives, à 2 pas du centre Pompidou. La vitrine sur la rue est occupée par l'atelier de maquettes. Renzo Piano raconte en riant que des vieilles dames du quartier y apportent leurs chaises à réparer. Pour être complet, précisons que Renzo Piano a aussi une agence dans sa ville natale où il passe environ une semaine par mois et une autre semaine par mois. Il visite ses chantiers à travers le monde. Alors à Paris justement, quels sont les bâtiments de Renzo Piano? Outre ceux déjà cités, il faut mentionner un bel ensemble de logements sociaux dans le 19e arrondissement de Paris autour d'un jardin central planté de bouleaux. Les façades sont habillées de dalles de terre cuite. Récemment, il a livré un bâtiment spectaculaire, le nouveau palais de justice de Paris dans le quartier des Batignolles, le plus haut bâtiment construit à Paris depuis la tour Montparnasse. Et il commence un chantier très important, un nouvel hôpital à Saint-Ouen. Son toit sera occupé par un jardin arboré. Dans ces projets, on retrouve chaque fois ce qui distingue le bâtisseur couronné en 1998 par le prix Pritzker, ce qu'on appelle le Nobel de l'architecture, un extrême souci du détail et de la qualité des matériaux et surtout la volonté de laisser entrer la lumière dans les bâtiments, ce qui donne à ces architectures une légèreté assez unique. Merci beaucoup Guillaume Goubert, exposition donc consacrée à l'architecte Renzo Piano, c'est à voir à la Fondation Pathé à Paris jusqu'au 23 novembre prochain. On entend quand même votre passion pour l'architecture de Chronique en Chronique. Je pense que vous ne laissez personne voilà, tout le monde est au courant que vous aimez l'architecture et c'est passionnant. Merci de nous la raconter aussi à l'antenne de RCF et merci à tous de nous avoir suivis sur RCF. Merci à Pierre-Henri Paget ce matin qui était derrière les commandes, derrière les manettes. Il n'a pas encore été remplacé par l'intelligence artificielle. Pas d'inquiétude Pierre-Henri, effectivement. Merci d'avoir été là. Je faisais évidemment mention de l'invité de la matinale puisque ce matin nous parlions intelligence artificielle à retrouver sur rcf.fr et demain matin on va parler bureaucratie avec l'invité de la matinale puisque Gabriel Attal veut lancer un grand plan pour débureaucratiser la France. Eh bien on en parlera, est-ce vraiment possible, avec un maire. Ce sera à 8h10 demain matin. Mais d'abord, il y a Melchior Gormand. Bonjour Melchior. Bonjour Pierre-Hugues, vous me faites un petit coucou par la caméra. Je vérifie si vous n'êtes pas une intelligence artificielle parce que je vous ai entendu ce matin, ça fait peur quand même. Oui, effectivement, on a diffusé ma voix reprise par une intelligence artificielle. Moi-même, j'ai cru que c'était moi qui parlais alors que je n'avais jamais dit ces mots. Ouais, bah voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Pierre-Hugues, vous pouvez aller vous coucher. On continue, je pense donc j'agissais dans un instant avec Anne-Claire Léo et nos invités. On va revenir sur l'actualité de l'écologie du mois d'avril 2024. On va revenir notamment sur une tribune publiée par des scientifiques dans le journal Le Monde.
On évoquera aussi la condamnation de la Suisse pour une action climatique. On évoquera les Jeux Olympiques et puis un autre sujet, je ne vais pas tout vous dire, sinon ça sert à rien, puisqu'on va vous donner le programme entièrement dans un instant. Et je rappelle que vous avez la parole pour réagir en temps réel au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis. À tout de suite. Enfin, une bonne nouvelle vous propose chaque semaine de placer les évangiles au cœur de notre quotidien. Béatrice Soltner, avec l'éclairage d'un bibliste, explore un texte d'évangile et nous en fait savourer la nouveauté. Enfin, une bonne nouvelle, c'est tous les mardis à 15h. Savez-vous que vous pouvez aider RCF tout au long de l'année grâce au prélèvement automatique ? En donnant mensuellement ou trimestriellement à votre radio, vous lui offrez les moyens de se développer. Un don régulier suivant vos moyens, que vous pouvez stopper quand vous le souhaitez, est déductible à 66% de vos impôts. Pour plus de renseignements ou faire un don dès à présent, rendez-vous sur don.rcf.fr. Écoute dans la nuit, Frédéric Join. Est-ce que les Jeux Olympiques peuvent être symbole de paix et de réconciliation ? Pierre de Coubertin a voulu dès 1894 lancer le mouvement olympique dans un plus vaste mouvement encore, celui de la paix entre les nations. Pour lui, toutes les guerres étaient issues de l'incompréhension entre les peuples et les Jeux pouvaient contribuer à préparer la paix plutôt que la guerre. Belle intuition, mais pas encore réalisée. Venez partager vos réflexions ce soir dans Écoute dans la nuit de 22h à minuit. Bon début de journée à tous en ce mardi matin, il est déjà 9h sur RCF. RCF, le flash, OCNTA. Avez-vous tous vos vaccins à jour? Une question un peu plus d'actualité alors qu'a débuté hier la semaine européenne de la vaccination. Et à cette occasion, Santé publique France publie une nouvelle étude sur le taux de vaccination de la population française. L'occasion de se pencher sur les chiffres en Bretagne, les précisions de Benjamin Bailly. Les Bretons se font de plus en plus vacciner, mais le taux de couverture vaccinale doit encore s'améliorer contre certaines infections comme la rougeole, estime Santé publique France. En Bretagne, seuls 89,6% des nourrissons ont reçu la seconde dose de ce vaccin, une couverture vaccinale qui se situe tout de même à un niveau supérieur à la moyenne nationale, mais qui reste insuffisante pour interrompre la circulation de la rougeole. D'après l'autorité de santé, seule une couverture vaccinale de dose de moins de 95% est susceptible d'interrompre la transmission du virus. Chez les nourrissons, l'agence sanitaire note en revanche, je cite, des progressions importantes de couverture vaccinale pour des vaccinations nouvellement recommandées. Dans notre région, par exemple, 81,7% des nourrissons nés en 2023 ont reçu une dose de vaccin contre le méningocoque B, soit un gain de 27 points par rapport à l'année précédente. Benjamin Bailly, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne débloquait un budget pour les entreprises touchées par la tempête Kiran. La CMA a débloqué un fonds spécial de calamité. Au total, 25 entreprises touchées ont été aidées pour un montant total de 35 400 €. 2 TMV pour 2 trains sur une même voie, un tout nouveau dispositif mis en place à la gare de Rennes depuis septembre. Un système qui va être déployé à partir de septembre 2024 pour augmenter le nombre de TER en gare de Rennes et ainsi désengorger le trafic, avec la mise en circulation quotidienne de 24 TER supplémentaires sur les 4 axes principaux autour de la capitale bretonne. Non à une hausse des frais de scolarité des Beaux-Arts en Bretagne. La semaine dernière, le conseil d'administration de l'ESAB, l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, qui dispose de campus à Brest, à Quimper, à Lorient et à Rennes, a voté une hausse des frais de scolarité dès la rentrée prochaine de 600 à 625 € pour les élèves non boursiers, de 500 à 520 € pour les boursiers. Ce n'est pas aux étudiants de porter le coût des difficultés financières de l'école, s'indignent les syndicats étudiants. Si vous n'avez pas encore vos places pour Art Rock, eh bien, il y a un autre festival, ce sont les Petites Folies à Lampol-Ploirzel dans le Finistère. Mais dépêchez-vous, les places partent vite sur les 30 000 places en vente. Il reste moins de 1000 places pour voir Bob Sinclair, Joe Stark, Kokomo, Vladimir Cauchemar. Pour rappel, les Petites Folies, ce sera du 17 au 19 mai à Lampol-Ploirzel. Et puis un mot rapide de la météo avec un ciel assez clair ce matin dans le Morbihan, mais un temps qui va devenir nuageux et mitigé. Vous restez bien à notre écoute sur RCF. Il est 9h03. 9h, 11h,
essaiera de comprendre pourquoi. Les JO de Paris au programme ensuite. Nous évoquerons d'une part la mauvaise qualité des eaux de la Seine, pointée par l'ONG Surfrider, et un rapport d'experts qui indique que malgré les efforts du comité d'organisation, les Jeux ne peuvent devenir écologiquement compatibles que si leur modèle est totalement réformé. Et enfin, nous essaierons de décrypter le télescopage d'informations qui peuvent paraître contradictoires et au milieu desquelles on a parfois du mal à s'y retrouver. D'un côté, l'annonce de nouveaux records de température sur Terre et en mer en mars 2024 et sur les 12 derniers mois dans le monde. Et puis un rapport de France Stratégie paru il y a quelques jours qui indique que la ressource en eau a diminué de 14% en France au cours des dernières années. Et d'autre part, le constat de nappes phréatiques remplies actuellement sur la majorité du territoire français. Voilà, programme chargé ce matin. Vous avez la parole pour réagir au 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Et dans la seconde partie de l'émission, un autre sujet d'actualité qui pourrait permettre de lutter contre la précarité alimentaire, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Le principe est simple, des citoyens cotisent selon leurs moyens et se répartissent une allocation financière dédiée à leur alimentation. Un projet en expérimentation en Occitanie et depuis peu en Gironde. Rendez-vous à 10h pour en savoir plus. Mais pour l'instant, Anne, on accueille nos 3 intervenants de cette première partie pour décrypter l'actualité de l'écologie du mois d'avril. Oui, bonjour Florence Gau. Bonjour Anne. Journaliste indépendante spécialisée sur les enjeux de transition écologique et solidaire. Vous avez lancé il y a quelques mois le podcast En un battement d'aile. Le dernier épisode en date, c'est le 11, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et il s'intéresse aux entreprises et artisans qui ont abandonné la camionnette et opté pour le vélo pour les déplacements liés à leur activité. C'est ça. Ça s'appelle En un battement d'aile. Bonjour Alexandre Ponat. Bonjour Anne. Bonjour Melchior. Alors vous êtes chroniqueur dans cette émission un mardi sur 2, vous êtes l'un des cofondateurs du collectif Lutte et Contemplation et puis côté professionnel vous travaillez dans une ONG où vous êtes responsable des campagnes de plaidoyer sur les énergies et le climat. Et j'accueille pour terminer un nouveau venu dans cette émission, c'est vous Philippe Viandury, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des 3 cofondateurs et cofondatrices de Fracas, un nouveau média qui est en train de naître, centré sur l'écologie et sur ses luttes. Ça c'est pour le fond, et puis sur la forme, ça sera à la fois un magazine papier, une newsletter et des entretiens vidéo, c'est ça ? C'est à peu près ça, ouais. On en dira plus en fin d'émission. Et j'ajoute qu'auparavant, vous avez été pendant 6 ans rédacteur en chef du magazine Social Terre. Merci à vous 3 d'être avec nous ce matin. Une défiance grandissante s'installe dans notre communauté scientifique vis-à-vis du pouvoir politique. C'est ce qu'ont écrit 260 scientifiques dans une tribune parue la semaine dernière dans le journal Le Monde. Oui, les auteurs de ce texte commencent par rappeler que l'humanité fait peser des pressions insoutenables sur son environnement. Ils écrivent que du fait de ces pressions, pratiquement tous les signaux sur l'océan et le climat sont au rouge. Ils dénoncent ensuite le décalage entre les intentions affichées par les pouvoirs publics et les actions vraiment engagées. Et ils expliquent qu'en raison de cette inaction, une défiance grandissante s'installe donc dans la communauté scientifique vis-à-vis du pouvoir politique. Ils proposent, pour faire face à ce constat, 3 pistes concrètes au gouvernement pour agir à la hauteur des enjeux. D'une part, renouer autour d'une loi climat et résilience 2 avec l'esprit de la Convention citoyenne pour le climat. Ensuite, assurer aux aires maritimes protégées françaises le niveau élevé de protection recommandé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est-à-dire au minimum l'interdiction de la pêche industrielle, alors qu'en ce moment la France défend à Bruxelles le chalutage intensif. Et enfin, 3e proposition, modifier la classification des plastiques et les intégrer aux entités dangereuses. Cette classification ouvrirait la voie vers un traité plastique en cours d'élaboration qui aurait un réel impact. Alors c'est pas la première fois que des scientifiques interpellent ainsi les pouvoirs publics, et puis il y a le mouvement scientifique en rébellion qui s'est développé depuis quelques années et qui mène des actions de désobéissance civile. Or, les scientifiques, c'est plutôt des personnes dont on a l'image de gens qui sont dans leur laboratoire, qui, en tout cas, ne s'impliquent pas forcément sur le terrain politique. D'ailleurs, il y en a certains qui restent réticents, voire critiques sur ces démarches de leurs collègues. Mais pour vous, que disent ces démarches ? Comment vous les analysez, Philippe Viandury, peut-être pour commencer ? Moi j'ai l'impression, et cette tribune le révèle assez bien, qu'il y a une sorte de scission qui est en train de se produire aussi dans le monde d'un côté scientifique, avec d'une part les auteurs les autrices de cette tribune qui finalement, je pense, restent dans une analyse d'inaction des gouvernements, comme s'ils n'avaient pas assez compris ou ils étaient trop lents, ce genre de discours-là. Et d'un autre côté, une autre partie de la communauté scientifique
sens qu'il faudrait, c'est qu'ils protègent d'autres intérêts dans la société ou d'autres logiques idéologiques, économiques, etc. Et qui sont contraires au constat qu'ils font eux sur le terrain ou dans leur labo, etc. Donc je pense que là il y a une sorte de scission, mais qui se produit dans la société aussi, et qui n'échappe pas, on va dire, au courant qui traverse la société aujourd'hui. Mais qui est peut-être plus, Alexandre Paulette, plus spectaculaire au sens où on n'avait pas l'habitude de ce genre de démarche de la communauté scientifique. Oui, jusqu'à présent, les scientifiques, vous l'avez dit, Anne, et moi j'ai plutôt cette vision aussi de scientifiques dans un laboratoire qui sont plutôt neutres, qui cherchent la rationalité, qui font des recherches. C'est une image en tout cas que j'ai depuis l'enfance. Et là, c'est vrai qu'ils prennent la parole et qu'ils prennent la parole de plus en plus en interpellant le gouvernement. Bon, c'est pas rare depuis quelques années, mais c'est de plus en plus fort et leur discours est de plus en plus vigoureux. Ils le disent d'ailleurs dans la tribune. On pourra s'étonner de la vigueur des critiques qu'on formule, mais c'est nécessaire. Après un moment qu'on ne sait pas entendre vis-à-vis des pouvoirs politiques, moi j'aime bien l'image un peu de l'enfant quand on dit à un enfant s'il te plaît range ta chambre, on lui redit s'il te plaît range ta chambre, et puis la troisième fois on commence un peu à s'énerver. Range ta chambre, on devient impératif. C'est un peu la même chose vis-à-vis des scientifiques et du pouvoir politique. Et ce qui m'étonne, c'est que dans notre société qui est quand même où on met la rationalité, je veux dire le siècle des Lumières, etc., assez haut, le fait qu'on n'entende pas les scientifiques, moi ça m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants politiques et économiques. Alors on les entend pas, alors que pourtant Florence Gau, ils se font entendre de plus en plus. En tout cas là moi je vais m'impliquer aussi en tant que journaliste. J'ai le sentiment que vraiment ils se rendent disponibles à nos sollicitations de journalistes. Ils viennent expliquer, vulgariser. Je crois que c'est aussi l'expérience que vous faites, notamment pour votre podcast. Oui, complètement. On a de plus en plus de scientifiques qui sont prêts à donner du temps. Ça rentre presque maintenant dans leur fiche de mission. Pour ceux qui en expriment le souhait, certains me disaient que justement au sein de la communauté scientifique, il y a un peu ceux qui ont envie de parler et ceux qui préfèrent être concentrés sur leur recherche, mais qu'aujourd'hui, ça devient en fait inévitable de se confronter à la communication, aux journalistes, à l'information, et certains presque y dédient une partie de leur carrière, voire abandonnant les recherches pour pouvoir justement se concentrer sur la vulgarisation, le fait de pouvoir un peu expliquer les enjeux écologiques. Et très clairement, moi, dans ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a une sorte un peu de sentiment de ras-le-bol, de colère. On se souvient du fameux coup de gueule de Jean Jouzel, un des anciens vice-présidents du GIEC, qui du coup dit mais voilà, ça fait des années qu'on dit les choses. On se rappelle que le 1974 c'est le rapport Meadows qui déjà posait en fait le constat scientifique tel qu'on le connaît aujourd'hui, et que en 50 ans les choses n'ont pas suffisamment encore bougé. Et donc il y a effectivement au sein de cette communauté une envie de se faire entendre de plus en plus, surtout que les solutions, les propositions, elles sont là. Récemment, dans un de mes épisodes, j'ai traité de la pollution plastique, et notamment je discutais avec une des chercheuses de l'Ifremer, et qui me disait que dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, pendant 2 ans, ils ont étudié la provenance des déchets marins pour essayer de retracer en fait le parcours des déchets, essayer de localiser d'où ils avaient été jetés pour pouvoir remonter, éventuellement tracer les entreprises. Et tout ça, ça a été remis en fait au pouvoir public, de manière à ce que le gouvernement, les institutions puissent ensuite prendre des décisions politiques en s'appuyant sur les recherches scientifiques. Et par moment, il y a cette sensation un peu de lenteur, alors soit administrative, bureaucratique, mais aussi politique. Mais justement, finalement, on en revient toujours... Oui, Philippe Viandury. J'aimerais juste encore insister sur la question de la lenteur, mais en fait il y a aussi une partie de la communauté scientifique qui commence à remonter le lien avec le gouvernement, ou avec cette logique-là qu'on voit de ma tribune, parce qu'en fait on voit que les réponses du gouvernement, elles sont aussi dans la maladaptation, par exemple avec les bassines, on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Des scientifiques comme Abetz, Magali Regaza, etc. se sont exprimés très, très clairement contre, c'est des spécialistes. Les projets inutiles, moi je pense à Christophe Casson qui allait sur la 69 et qui réalisait que ce projet était complètement délirant, baqué par aucun document scientifique, au service des intérêts locaux, du béton, etc. Et d'un seul coup, découvrir que c'était des actions anti-écologiques. Ce n'est pas encore une fois une lenteur ou un manque de prise de conscience. Et par ailleurs, sur la virulence de la tribune, moi je la trouve pas du tout virulente, ni les propositions, ni le ton.
militantisme fordiste des années 50 et 60 dans des entretiens, moi je peux le citer. Donc c'est pas quelqu'un de très virulent non plus. Et par ailleurs, les grandes figures de l'écologie en France sont tous des scientifiques, ou presque. Je rappelle que Survivre et Vivre est fondé par Grothendieck, qui était un grand mathématicien. Je rappelle que les agronomes ont été à l'origine du mouvement écolo en France, et notamment René Dumont était un agronome. Donc faut pas oublier que les scientifiques ont toujours été dans l'écologie très virulents et beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, ce qui est peut-être compliqué pour les gens qui nous écoutent et ceux qui vont lire Fracas bientôt, qui écoutent le podcast en abattement d'aile, c'est de s'y retrouver. Parce que, en fait, face à un scientifique qui va dire quelque chose, enfin, vous venez d'en citer plusieurs, on peut toujours trouver un autre scientifique qui va dire l'inverse. Et comment on fait, en fait, pour s'y retrouver et ne pas... pour sortir de... On pourrait se dire, il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, et moi j'écoute les deux et je me fais mon propre avis. Cette position-là, de votre point de vue, est-elle juste? Ou alors, quelle clé vous avez pour s'y retrouver dans cette espèce de magma d'informations, pas toujours mise en perspective? Alors nous, journalistes, on essaye de les mettre en perspective, mais est-ce que vous avez des clés là-dessus? Peut-être Alexandre Poidat? Il y a quand même quelque chose qui est assez marquant, c'est que je trouve qu'on entend de plus en plus parler de consensus scientifique, et pour moi il y a un consensus scientifique, c'est-à-dire que c'est pas juste un débat entre scientifiques, c'est que j'ai l'impression que c'est plusieurs scientifiques qui disent la même chose et qui ne se font pas entendre justement, et qui se rassemblent et qui disent il faut qu'on porte notre voix de plus en plus. J'ai l'impression que c'est plutôt assez minoritaire des personnes qui contrediraient cela, et au contraire elles sont plutôt dénigrées par le domaine scientifique. Donc moi je vois pas trop de débat, je vois plutôt justement un consensus et un débat entre scientifiques et responsables politiques. Là-dessus, Florence Go? Oui, en fait, comme le dit Alexandre, aujourd'hui, il y a très clairement un consensus scientifique sur aujourd'hui le réchauffement climatique, ce qui se passe très clairement. Aujourd'hui, ce n'est plus une opinion comme ça a pu être pendant très longtemps le cas. Donc, il y a déjà, en fait, ça à avoir en tête, c'est qu'on débat peut-être de la manière dont répondre, et donc sur la partie solution, sur comment on fait pour atténuer ou s'adapter au réchauffement climatique. En revanche, on ne débat plus sur le fait que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique. Ça, c'est très clair. Donc, il faut déjà réussir à scinder un peu ça. Et puis, notamment, j'avais posé la question à François Gémen dans le premier épisode que j'avais fait, où on avait fait tout un... François Gémen, donc membre du GIEC. Oui, co-auteur du 6e rapport du GIEC, et qui du coup expliquait en fait, quand on lit quelque chose d'un scientifique, déjà on peut aller voir où est-ce qu'il travaille. Est-ce qu'il est rattaché à un laboratoire, à une université, ce qui du coup permet de crédibiliser en fait de là où il parle. Un scientifique qui parlerait tout seul, qui n'est rattaché à aucune institution scientifique, déjà là il y a un petit questionnement à avoir. Et donc ça permet de vérifier la crédibilité de la parole du scientifique en question. Petit tips. Allez, 9h18 exactement dans Je pense donc j'agis. On va tout de suite passer à notre deuxième sujet. Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et toujours avec Florence Go, Alexandre Poidat et Philippe Vionduri. On revient sur les sujets de l'actualité du mois d'avril 2024, avec vos réactions également au 04 72 38 20 23. Deuxième sujet, Anne, qui concerne la condamnation de la Suisse pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. C'était le 9 avril. Oui, Melchior, la Suisse condamnée à payer 80 000 € à l'association Les Aînés pour la protection du climat, qui a initié la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, chargée de faire respecter, pour rappel, la Convention européenne des droits de l'homme. La requête de l'association dénonçait des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique, manquements ayant des conséquences sur les conditions de vie et la santé. Alors il faut préciser que le même jour, la CEDH avait rejeté un recours contre la France déposé par Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe, et la Cour avait également jugé irrecevable la requête de jeunes portugais contre 32 États, deux requêtes qui portaient également sur l'inaction climatique, qui ont été rejetées plutôt sur la forme que sur le fond. Et sur la requête contre la Suisse, la Cour a estimé à 16 voix
contre une qu'il y avait eu une violation par la Suisse de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, un article relatif au droit du respect de la vie privée et familiale. La Cour a donc estimé que ce droit passait par une protection par l'État contre les conséquences du réchauffement climatique sur la vie et la santé des populations. Alors c'est la première fois que la CEDH condamne un État pour son manque d'action contre le changement climatique, et au lendemain de la décision, les médias et les nombreux observateurs et observatrices ont salué une décision jugée historique. Alors qu'en pensez-vous, Florence Gau, pourquoi elle est historique cette décision, l'est-elle déjà? Alors oui, effectivement, c'est une décision historique. D'abord sur le fond, puisque en fait cette juridiction reconnaît qu'elle est compétente pour traiter de la question climatique dans le cadre donc de cet article 8 dont vous parliez. Ensuite, en fait, elle admet que les conditions de la qualité de vie peuvent être détériorées à cause des effets du changement climatique. Ça veut dire avoir la canicule, la pollution de l'air, les incendies peuvent avoir un impact sur notre santé, donc sur nos droits à nous en tant qu'humains. Et puis la CEDH estime qu'en fait que les politiques menées d'un État et avec ces manquements en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre, peuvent violer la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, sur le fond, en fait, c'est une ouverture sur le plan juridique à d'autres recours possibles, à d'autres le mot m'échappe, à la mise en place d'actions en justice, et donc ça c'est la première chose. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est aussi vous le disiez, à mettre en lien avec les autres procédures et donc les autres requêtes qui étaient examinées, qui certes ont été déboutées, mais plus sur la forme. Le statut de victime que notamment des Portugais qui attaquaient en justice pas moins de 32 États n'a pas été pleinement reconnu, mais là encore en fait la Cour a pu dire on est légitime à pouvoir s'exprimer sur le sujet, et donc là ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui vont pouvoir s'ouvrir dans d'autres pays. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Greta Thunberg. Elle a dit ce n'est que le début en matière de contentieux climatique. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leur gouvernement devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. Alexandre Poidat, de votre point de vue, ça ouvre de nouvelles perspectives, cette décision de la CEDH, sachant qu'il y avait déjà eu d'autres condamnations par d'autres juridictions auparavant pour inaction climatique. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça fait toujours jurisprudence et ça permet toujours de renforcer le droit. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez intéressant de voir qu'il y a un lien avec le sujet dont on a traité juste avant, avec les scientifiques, parce que en fait, on a une discussion d'un côté entre des scientifiques qui dressent un constat, la majorité de la population qui reconnaît le réchauffement climatique, et de l'autre côté, des responsables politiques qui n'agissent pas. Donc, c'est effectivement la situation où on a un constat sur lequel on est d'accord, comment on met des solutions. Et en fait, il faut juste se demander pourquoi on arrive devant la justice. On arrive devant la justice, c'est-à-dire les citoyens, les ONG, même des scientifiques aussi font partie de ces contentieux climatiques, pour dire, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, la justice dans notre démocratie, lorsqu'il y a deux entités qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, est là pour trancher. Et lorsque la justice tranche et dit, il faut agir pour le réchauffement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, parce que la justice est l'autorité suprême dans notre démocratie pour dire quel est le chemin à suivre. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça ouvre jurisprudence pour dire, lorsqu'on demande à un tiers qui est a priori le plus neutre possible, il confirme qu'il faut réduire les émissions et que des actions ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle pour aller dans la voie de la transition écologique. Mais vous dites c'est une bonne nouvelle, mais enfin, est-ce que c'est pas quand même aussi, j'interprète vos propos là, mais la défaite du politique quelque part? D'une certaine façon, oui, tout à fait. En France, d'ailleurs, quand il y a l'affaire du siècle, qui est l'action de justice, le contentieux climatique avec Grand Centre l'État, c'est pour inaction climatique. C'est-à-dire, ce qui est dénoncé, c'est justement l'inaction du gouvernement. Donc oui, c'est une défaite des responsables politiques. Et dans ce cas-là, nous avons la chance d'avoir la justice qui peut nous aider à mettre la pression et à renvoyer les décideurs politiques face à leurs responsabilités, face à la Constitution, face au droit et face à l'intérêt général qu'ils sont censés défendre. Philippe Vianduré, quel est votre regard là-dessus sur cette, peut-être plus globalement, cette judiciarisation des combats écologiques? Ouais, moi en fait je suis juriste de formation. Ah, c'est
Du coup, j'avais beaucoup de choses à dire. Je vais juste rebondir. Effectivement, si j'ai bien lu, c'est qu'en fait, tous les recours nationaux n'ont pas été épuisés. Donc, c'est ça la vice de forme. Hein. Et ça, la Cour l'a vraiment rappelé, le principe de subsidiarité, ce qui fait que les procédures prennent 4 ou 5 ans. Donc, ça, c'est un vrai. Voilà. On peut faire une procédure maintenant sur la base d'une nouvelle jurisprudence. On en décidera dans 4 ou 5 ans si on la lance aujourd'hui. Donc, c'est quand même un problème en termes de lenteur, etc. Et pour Daniel Carême, je crois, c'est que la raison, c'est qu'il n'habitait pas en France au moment du dépôt. Ce qui est député européen. Voilà, ce qui est député européen. Donc voilà, donc effectivement, moi je trouve qu'il y a un parallèle avec les scientifiques, c'est tout à fait vrai, dans la mesure où aussi le juge ne doit pas dire quoi faire, ne doit pas donner des solutions précises. Il est là pour mesurer en fait le respect des engagements que les États ont pris eux-mêmes. Hein. Donc c'est en signant la CEDH, on prend des engagements, et en l'occurrence ils ne les respectent pas par leur politique publique. Mais il réassure aussi la marge d'appréciation des États. Donc c'est-à-dire qu'on dit, le juge il dit, cette décision ne doit pas remettre en question la marge d'appréciation qu'ont les États pour appliquer les engagements qu'ils ont pris. Donc du coup, il réinstitue le politique quand même, hein. Il ne prend pas la place du politique. Et en fait, là, moi j'ai un vrai problème avec l'idée que ça serait une décision historique. Alors c'est une jurisprudence qui est intéressante, qui va dans le sens qu'on souhaiterait, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais historique, souvent on dit toujours historique, on a dit historique pour les accords de Paris, pour beaucoup de choses. En fait, est-ce que vraiment c'est historique? Ça couvre des recours, mais de façon extrêmement prudente. Il a aussi beaucoup corseté le juge, la capacité à faire des recours sur ces thèmes-là, pour ce qui n'est surtout pas une guérilla en fait devant les tribunaux européens où tout le monde se met à déposer des recours et monte en justice, avance trop rapidement parce que ça ferait exploser le système européen. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes, ça va dans le bon sens, mais globalement il réassure. À part le fait de dire on peut aller devant le juge européen de la CEDH au motif de l'article 8 obtenir une condamnation de l'État parce qu'il ne protège pas ses citoyens au fondement de l'article 8, ça produit quand même pas grand chose de nouveau et encore une fois les temps sont très longs, les recours sont très contraints. Donc voilà, donc il faut quand même relativiser, moi je pense, l'avancée que ça représenterait. Alors relativiser, et puis certains se sont élevés aussi contre une décision qu'ils ont jugée illégitime, surtout en Suisse, mais pas que, en disant c'est une décision politique qui est à l'opposé du devoir d'impartialité d'une cour de justice. Comment vous réagissez à ces prises de position-là? En plus, non, parce que le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il encourage la Suisse à préciser son cadre normatif, ses outils juridiques pour, en gros, mener des actions publiques ensuite, comme le budget carbone. Il y a quand même des choses plus politiques que ça. On ne peut pas vraiment parler de gouvernement des juges à ce niveau-là, je pense. On est tous un peu déçus même, je pense, de ce type de décision. Donc non, moi je pense que là, parler de gouvernement des juges, il y a des choses sur lesquelles on peut en discuter. Sur ça me paraît vraiment abusif. Et par ailleurs, juste pour modérer quand même le côté un peu la déception peut-être qui peut s'exprimer dans les propos, quand même ce qui est bien dans les accords de Paris ou dans ce genre de décision juridique, c'est qu'elle permet aussi aux oppositions nationales et à la société civile de fonder en droit leurs critiques. C'est-à-dire de dire, nous on fait des critiques sur l'action publique menée par le gouvernement, ici Macron, etc. Et de le fonder en droit sur des accords qui ont été signés, qui ont été pris et qu'on doit respecter. Et le juge dit ces accords où ce droit n'est pas respecté. Donc ça fonde quand même la critique, qu'elle vienne de la société civile ou de l'opposition politique. Ça c'est quand même des bonnes choses qui vont dans le sens d'une vie démocratique plutôt saine en fait. Alexandre Poilette, en avant. Oui, c'est juste que ça me fait rire en fait, parce que souvent on a tendance à dire, vous savez, on associe les écolos à peut-être des dictateurs verts qui veulent imposer un nouveau modèle de société. On entend toujours cette dictature verte. Et en fait là, quand il y a une justice qui est impartiale et qui dit, sur base de constitution du droit, il faut agir pour l'écologie, là on rit et les politiques disent non, mais ils sont partials, c'est pas juste. Donc voilà, ça me fait rire ce deux poids deux mesures. Allez, il est presque 2h30 dans Je pense donc j'agis. On va marquer une petite pause et dans un instant, on va continuer de regarder, de se pencher sur les quelques épisodes marquants et significatifs de l'actualité de l'écologie de ces dernières semaines avec toujours vos réactions au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. On va bientôt parler des Jeux Olympiques de Paris. À tout de suite. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Peur des serpents, peur des méduses, peur des frelons et autres bêtes, la nature
voiture est-elle aussi dangereuse qu'on le croit? Réponse dans cette émission En quête de sens, ce mardi à 17h. Vous écoutez RCF en Haute-Loire, à Brioude, sur 88.3, à Issingeaux, le 100 FM, au Puy-en-Velay, le 101.7, où vous le souhaitez sur rcf.fr. Que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou radio numérique terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans d'autres villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr/DAB. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Avec notre invité dans cette première partie, Florence Gou, Alexandre Poidatz et Philippe Vionduri. On continue, Anne, et je rappelle que le standard est ouvert pour attendre vos réactions, 04 72 38 20 23. On évoque maintenant les Jeux Olympiques de Paris qui commencent dans 3 mois et 3 jours, le 26 juillet. Et côté écologie, ces JO posent question d'une part sur leur impact environnemental et d'autre part sur la qualité de l'environnement qui va accueillir